Bavière, Allemagne. 31 mars 1922. Une ferme isolée entre deux forêts. Une famille de 6 personnes retrouvées sauvagement assassinées à la pioche. Interkaifeck, en allemand le recoin derrière une forêt, un lieu perdu qui allait devenir le théâtre d'une horreur dont le mystère persiste 100 ans plus tard. Plus troublant encore, avant les meurtres, pendant 10 jours, peut-être des semaines, le tueur a vécu secrètement dans la ferme, observant, attendant, partageant l'espace intime de ceux qu'il s'apprêtait à massacrer. Bienvenue, je suis la comtesse de l'ombre et cette histoire nous confronte à notre peur la plus primitive, celle de n'être jamais vraiment seul, même dans l'intimité de notre foyer. J'en ai des frissons rien qu'à le dire. Imaginez cette ferme, perdue au milieu de nulle part. Entre les pins noirs de la forêt bavaroise, le vent souffle constamment, portant avec lui l'odeur de la résine et de la terre humide. Les murs de bois craquent sous les variations de température. Le toit de chaume bruisse quand les corbeaux s'y posent. C'est un lieu où les bruits naturels masquent facilement ceux qui ne le sont pas. Andreas Gruber y vivait depuis 40 ans. Il connaissait chaque grincement de sa maison, chaque soupir du vent dans les combles. Alors, quand quelque chose changeait dans cette symphonie familière, il le remarquait immédiatement. Mais revenons quelques mois en arrière, avant que l'horreur ne s'installe. La famille Gruber menait une existence simple mais prospère. Andreas, 63 ans, est le patriarche respecté de cette petite communauté rurale. Sa femme, Cecilia, 72 ans, femme pieuse, qui passait ses soirées à tricoter près du feu. Leur fille Victoria, 35 ans, veuve de guerre, revenue vivre chez ses parents avec ses 2 enfants, la petite Cecilia, 7 ans, aux boucles blondes et aux yeux curieux, et Joseph, 2 ans à peine, qui commençait tout juste à prononcer ses premiers mots. La routine était immuable. Lever à l'aube, traire les vaches, soigner les animaux, travailler au champ, selon les saisons. Le soir, on se rassemblait autour de la grande table de chêne pour le repas, puis chacun vaquait à ses occupations. Andreas fumait sa pipe en lisant le journal. Cecilia cousait, Victoria s'occupait des enfants. Vers 9h, tout le monde montait se coucher. La maison s'endormait dans le silence de la campagne. Mais au début de l'année 1922, cette tranquillité millénaire commença à se fissurer. Je m'appelle Andreas Gruber. J'ai 63 ans. Je vis dans cette ferme isolée avec ma famille depuis des décennies. Ce que je vais vous raconter, c'est ce qui s'est passé dans les semaines précédant notre mort. Tout a commencé il y a quelques semaines, quand j'ai découvert ces traces de pas dans la neige fraîche. C'était un matin de février. Le ciel était bas, chargé de nuages gris. J'étais sorti nourrir les poules quand j'ai vu ces empreintes. Elles venaient directement de la forêt jusqu'à notre ferme, mais aucune ne repartait, comme si quelqu'un était venu et n'était jamais reparti. La neige était tombée pendant la nuit, une couche fine, mais uniforme. Ces traces étaient nettes, récentes, des bottes d'homme, pointure moyenne. Elles traversaient notre cour, contournèrent la maison, s'approchèrent des fenêtres, comme si quelqu'un avait fait le tour de notre propriété, observant, étudiant nos habitudes. J'ai suivi ces empreintes jusqu'au bout. Elles s'arrêtaient net à la porte de notre grange. J'ai fouillé chaque recoin, chaque botte de foin. L'odeur familière du foin sec, de la paille, du cuir des harnais. Mes mains tremblaient légèrement en écartant les bottes. Rien, personne. C'était impossible. Et pourtant, les vaches me regardaient de leurs grands yeux bruns, comme si elles aussi avaient senti une présence étrangère. Bertha, ma jument, piaffait nerveusement dans son box. Les animaux savent, ils perçoivent des choses que nous, humains, ignorons. Et puis, il y a eu ces bruits dans le grenier pendant la nuit, des pas feutrés, des craquements. Ma femme Cécilia dit que c'est le vent, mais je sais faire la différence entre le bruit du vent et celui d'un homme qui se déplace. Le grenier de notre ferme s'étend sur toute la longueur de la maison. On y stocke le foin, les outils, les vieux meubles.
Une échelle de bois y mène depuis la cuisine. J'y monte rarement l'hiver, sauf pour chercher quelque chose de précis. Ces bruits ont commencé une semaine après la découverte des traces. Toujours vers minuit, quand la maison était endormie. Un craquement d'abord, comme si quelqu'un posait le pied sur une planche. Puis un autre, puis le silence, comme si cette présence s'immobilisait dès qu'elle sentait qu'on l'écoutait. Des objets disparaissaient, puis réapparaissaient ailleurs. L'autre matin, j'ai trouvé un journal de Munich posé sur la table. Un journal que je n'ai jamais acheté. Il était plié soigneusement, comme si quelqu'un l'avait lu avec attention. Les pages étaient légèrement humides, comme si elles avaient été manipulées par des mains moites. Ma pipe aussi avait disparu. Je l'avais laissée sur le rebord de la cheminée, comme chaque soir. Le lendemain matin, elle n'y était plus. 3 jours plus tard, je l'ai retrouvée dans l'étable, posée sur une botte de foin. Comme si quelqu'un l'avait empruntée, utilisée, puis rendue. Les animaux étaient nerveux depuis des jours. Les vaches meuglaient sans raison, surtout la nuit. Les chevaux s'agitaient dans leur box, hennissant doucement, les oreilles dressées vers le grenier. Même les poules semblaient inquiètes, se rassemblant en groupes serrés, caquetant nerveusement. Les clés de la maison ont disparu début mars. J'avais un trousseau avec 4 clés. Maison, grange, étable, remise. Je les gardais toujours dans ma poche, attachées à une chaîne. Un matin, elles n'y étaient plus. J'ai changé toutes les serrures. Le serrurier du village, Herr Müller, est venu avec ses outils. Il m'a regardé bizarrement quand je lui ai expliqué que j'avais perdu mes clés. Toutes en même temps, Herr Gruber, c'est curieux. Le lendemain matin, les nouvelles serrures étaient rayées, comme si quelqu'un avait essayé de les forcer pendant la nuit. Des marques fines, précises, faites avec un outil métallique. Quelqu'un avait tenté d'entrer. Notre domestique précédente avait quitté son poste il y a quelques jours. Walburga, une femme de 50 ans qui travaillait pour nous depuis 2 ans. Elle prétendait que la maison était hantée. « Il y a quelqu'un dans le grenier, monsieur Gruber ?» répétait-elle, les yeux écarquillés de peur. « Je l'entends marcher la nuit. Je l'entends respirer. Hier, une nouvelle domestique est arrivée. Dès le premier soir, elle a levé les yeux vers le plafond quand elle a entendu les craquements. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ?» m'a-t-elle demandé. J'ai menti. Le vent, Maria. Juste le vent. Mais ce n'était pas le vent. Il y a quelqu'un là-haut. Quelqu'un qui nous observe, qui nous écoute, qui attend. 31 mars 1922. Cette nuit-là, j'ai décidé de veiller. La vieille carabine de chasse était chargée, prête. Si quelqu'un rôdait dans ma ferme, je le trouverais. J'étais assis près de la cheminée, l'arme sur les genoux. Les braises rougeoyaient faiblement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. L'horloge de la cuisine égrenait les secondes avec une régularité hypnotique. Mes paupières étaient lourdes. Je luttais contre le sommeil. Vers minuit, j'ai entendu un craquement différent, plus net, plus proche, pas au-dessus cette fois, mais à côté, comme si quelqu'un descendait l'échelle du grenier. Mais oui, quelqu'un descendait du grenier. Mes mains ont tremblé sur la carabine. J'ai voulu me lever, crier, tirer, mais mes forces m'ont abandonné, comme si la peur m'avait paralysé. Et je l'ai vu, une silhouette dans l'ombre. Un homme de taille moyenne, vêtu sombrement. Il se déplaçait sans bruit, comme s'il connaissait chaque lame du plancher, chaque obstacle à éviter. Un homme que je ne reconnaissais pas, et pourtant, il semblait connaître chaque recoin de ma maison. Il s'est dirigé vers la grange, d'un pas assuré. J'ai compris qu'il voulait m'y attirer. Je me suis levé. J'ai suivi, comme un agneau vers l'abattoir. Dans la grange, il m'attendait, une pioche à la main. Ma propre pioche. « Qui êtes-vous » ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Il a juste souri, comme s'il me connaissait depuis toujours. Andreas Gruber a été le premier à mourir. Puis ce fut sa femme, Cecilia. Attirée par le bruit, elle est sortie de la chambre, inquiète de ne pas voir son mari revenir. Elle a appelé de son nom dans l'obscurité. Pas de réponse. Elle a pris une chandelle et s'est dirigée vers la grange. Et elle l'a trouvé là, gisant dans la paille, le crâne fracassé. Elle a ouvert la bouche pour crier, mais pareil, aucun son n'est sorti. La terreur l'avait rendue muette. L'homme était là. Il l'attendait, la pioche à la main, tachée du sang de son mari. Puis leur petite fille, Cecilia, 7 ans, réveillée par le bruit, était descendue pour voir ce qui se passait à son tour. Ses pieds nus sur le plancher froid,
Ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil, elle frottait son œil. Elle a appelé ses grands-parents d'une petite voix inquiète. L'homme l'a trouvée dans la cuisine. Elle l'a regardé sans comprendre. Qui était ce monsieur? Pourquoi tenait-il cet outil? Où étaient grand-père et grand-mère? Elle n'a pas eu le temps de poser ces questions. Puis Victoria, leur fille, réveillée par l'absence de sa propre fille, elle s'est levée pour la chercher. Elle a trouvé le petit corps dans la cuisine. Son cri de douleur a déchiré le silence de la nuit. Victoria s'est battue, comme une lionne, plus longtemps que les autres. Elle a tenté de protéger son fils, Joseph, 2 ans, qui pleurait dans son berceau. Mais l'homme était plus fort, plus déterminé. Enfin, Mariam Baumgartner, la domestique qui n'avait passé qu'une seule nuit dans cette maison maudite. Elle dormait dans la cuisine, près du feu. Elle a été la dernière à mourir. Elle a vu tous les autres corps avant de subir le même sort. 6 corps empilés dans la grange, soigneusement recouverts de paille, tous tués à coups de pioche dans la tête. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Pendant 4 jours, quelqu'un a continué à vivre dans la ferme. Les animaux ont été nourris, les repas ont été préparés dans la cuisine, de la fumée sortait de la cheminée. Le tueur n'était pas parti. Il était resté, comme s'il était chez lui. 4 jours. 4 jours à vivre au milieu des morts, à dormir dans leur lit, à manger leur nourriture, à jouer, à être eux. Je ne sais pas si vous imaginez cette scène. Une ferme où 6 personnes viennent de mourir et quelqu'un qui continue à y vivre normalement. Enfin, moi, ça me dépasse. Les voisins les plus proches habitaient à plus d'1 kilomètre. Ils ont remarqué la fumée qui sortait de la cheminée. Ils ont donc pensé que tout allait bien chez les Gruber. Mais qu'est-ce qui se passait vraiment dans cette ferme pendant ces 4 jours? Que faisaient-ils? Dormaient-ils dans le lit des victimes? Portaient-ils leurs vêtements? Cette pensée est plus terrifiante que le meurtre lui-même, finalement. Cette normalité obscène, cette vie qui continue au milieu de la mort. Le 4 avril 1922, les voisins s'inquiètent. La petite Cecilia de 7 ans n'est pas venue à l'école depuis plusieurs jours. C'est inhabituel. Andreas Gruber est un homme ponctuel et responsable. Il n'aurait jamais laissé sa petite fille manquer l'école sans raison. Lorenz, le voisin le plus proche, décide d'aller voir. Il emmène avec lui 2 hommes du village, Jacob Siegel et Michael Peul. Ils traversent les champs boueux, inquiets. En approchant de la ferme, ils remarquent le silence. Pas de bruit d'animaux, pas de fumée, pas de signe de vie. Lorenz essaye la poignée. La porte est fermée à clé. Mais il a un trousseau. Étrangement, il a les clés de la ferme Gruber. Pourquoi? Il ouvre la porte. L'odeur les frappe immédiatement. Cette odeur douceâtre, écœurante de la mort qui commence à faire son œuvre. Ce qu'il découvre les hantera pour toujours. 6 corps dans la grange. Une maison qui semble habitée. Des traces de vie récentes partout. L'enquête révélera plus de 100 suspects interrogés, des théories multiples, un vagabond, un ancien ouvrier agricole, même des membres de la famille élargie, mais aucune preuve concluante. Lorenz devient rapidement le suspect principal. Il avait les clés, il connaissait la famille et il prétendait être le père du petit Joseph. Il avait peut-être des motifs. Mais son alibi tient. Les témoins l'ont vu au village la nuit du crime. Karl Gabriel, un ancien ouvrier de la ferme, est aussi suspecté. Il avait été renvoyé quelques mois plus tôt pour vol. Il connaissait les lieux. Il avait peut-être des comptes à régler. Mais lui aussi a un alibi. L'enquête piétine. Chaque piste mène à une impasse. Chaque suspect a un alibi. Chaque théorie s'effondre les unes après les autres. En 1955, l'affaire est officiellement classée. Non résolue, le tueur d'Interkafek n'a jamais été identifié. La ferme n'existe plus aujourd'hui. Elle a été démolie après les meurtres, comme si le fait de la détruire pouvait effacer l'horreur. Mais certains ténèbres refusent de disparaître, nous rappelant que nos maisons, ces espaces que nous croyons sûrs, peuvent parfois abriter des présences que nous ignorons. Ce soir, quand vous rentrerez chez vous, que vous entendrez un craquement inexpliqué dans le grenier ou dans les murs, que vous aurez l'impression fugace d'une présence dans votre dos, souvenez-vous d'Interkefek. Car la véritable terreur n'est pas celle qui frappe à notre porte. Parfois,
Elle est déjà à l'intérieur, attendant patiemment dans l'ombre. Alors, cette histoire vous hante ? Likez et abonnez-vous pour d'autres récits sombres et réels. D'après les éléments de cette histoire, qui est pour vous le suspect numéro 1, le voisin aux clés, Lorenz, l'ex-ouvrier renvoyé, Karl, ou un rôdeur inconnu qui aurait disparu dans la nature. Moi, je veux connaître votre théorie en commentaire. Alors activez la cloche pour ne rien rater. Et souvenez-vous, dans l'ombre, je veille.